Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien aujourd'hui. Pour cette petite vidéo top carte d'essai, on a fait simple sur le setup, sur le layout. Fond classique, top carte d'essai, carte en plein milieu, en gros, un petit peu flou. Je prends ça de Magicville pour ne pas les nommer, voilà, très pratique, mais c'est vrai que des fois l'image n'est pas totalement nette, excusez-moi pour ceci. Avant de commencer ce top, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est le top des cartes Duel Commander, les cartes que j'estime pouvoir être jouées en Duel Commander. Elles vont pas forcément chambouler la méta, voire certaines ne seront pas jouées, la plupart même à mon avis ne seront pas jouées. Mais si je ne parle que des cartes qui sont strictement jouées, je fais une vidéo avec 2 cartes dedans ou 3, c'est pas très intéressant et il y a quelques surprises plus tard. Le but de cette vidéo, c'est de parler des cartes qui peuvent être jouées en Duel Commander, de pourquoi je pense qu'elles sont jouées et ça vous a plu les dernières extensions sur lesquelles je l'ai faites. Donc je continue. Et à chaque fois qu'il y a suffisamment de cartes pour éveiller ma curiosité, notamment par rapport à leur jouabilité en DC, je vous ferai un petit top comme à l'accoutumée. Ceci étant dit, on met le pouce bleu si personne de confiance, on s'abonne et on met un commentaire, parce que si on fait tout ça, on rentre dans la ronde. Et la ronde, c'est quoi? C'est tout simplement une super danse déjà. Et c'est une façon pour vous de gagner un petit booster en faisant tout ça. Et ça régale. Petit booster fondation, évidemment. Top card duel commander de fondation, donc on met un petit booster fondation en jeu. C'est offert par la belle carte, notre société, avec Valetbad, donc merci beaucoup à la belle carte qui régale. Merci beaucoup, voilà, ça fait plaisir de vous régaler. Vous pouvez retrouver la belle carte sur Voct 4 fois par semaine, dimanche, lundi, mardi, jeudi à 19h en live. Code la belle carte quand vous créez votre compte pour avoir 10 € offerts sur l'application. Pas forcément utilisé chez nous, mais si vous utilisez chez nous, c'est encore mieux. Comme ça, vous gagnez 10 €, vous nous faites gagner 10 €. Ça fait plaisir. Merci également à notre sponsor de l'année 2024, Ultimate Guard. Lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats chez eux, chez les boss. Vous achetez les petites deck box, les petits sleeves, les katanas, que sais-je. Ce que vous voulez, ça nous soutient et ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. On part sur ce petit top. On commence avec Arabo le premier croc. Ça rime en plus. Bien joué la trad française. Pour 3, on a une 2-2. Les autres chats que vous contrôlez, il y a une +1/+1. Il est légendaire, monsieur le chat. Et à chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature à 1 blanc chat. C'est un 2-2 qui fait un 2-2 pour 3. Donc vous avez 4-4 de body divisé en 2. Ça peut être intéressant dans certaines stratégies d'avoir plusieurs créatures qui créent d'autres créatures pour en avoir vraiment énormément. J'ai pas d'exemple en tête. Il y en a, je vous donnerai des exemples sur dans quel deck les jouer. Il y en a d'autres. C'est juste que je trouve la carte ok. Je pense pas qu'en commandant ce soit suffisamment bien parce qu'on aurait accès que au blanc. Mais fut un temps, il y avait un commandeur, Arabo il me semble, qui était très très fort en duel commander, qui avait l'éminence, qui était en Célestia. Donc peut-être que les petits chats peuvent faire des choses assez sympas maintenant. Il faut voir dans quel deck les jouer. Il y a d'autres chats aussi assez sympas qui peuvent être joués, notamment la prochaine carte que je vais vous montrer qui est chat, mais qui n'est pas forcément une bonne carte des decks chats. Donc voilà, je le mentionne. Rabot, pourquoi pas. Écuyer de Chevalier Céleste. Je vous ai mis le skin, obligé, avec son pouce en l'air. C'est un chat éclaireur de 1 pour 2. Chaque fois qu'une autre bête que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur sur l'écuyer. Pas de limite par tour, donc c'est cool. Et tant que l'écuyer de Chevalier Céleste a au moins 3 marqueurs sur lui, il a le vol et est un chevalier en plus des autres teams. Donc il devient vraiment chevalier. Ça marche évidemment bien en curve avec des cartes comme Arabo. Vous faites écuyer Arabo, hop, l'écuyer les 3-3 pour 2. Vous avez 2-2-2 sur le board. Comme il est chat, il est buffé par Arabo, donc ça veut dire qu'il est 4-4. Vous voyez, il se passe quand même des trucs. Il se passe quand même des trucs, il y a des curves assez sympas, très bagarre, très body, qui se mettent en place. Ça, évidemment, c'est pas forcément une bonne carte parce que c'est un chat, c'est une bonne carte parce que ça va prendre un marqueur chaque fois qu'il y a des bêtes qui arrivent en jeu. Comme je vous disais précédemment, si vous êtes capable de jouer un deck qui va jouer plusieurs bêtes par tour, ou des bêtes qui font d'autres bêtes comme des gobelins, il y a beaucoup de gobelins qui font un gobelin sur la phase d'attaque, Arabo, justement, que je citais avant, qui fait une créature quand il arrive en jeu, et en plus lui-même est une créature. Donc pourquoi pas cet écuyer. Vous pouvez aussi lui mettre des marqueurs autrement, sans jouer de créature, juste avec des spells qui lui mettent des marqueurs, et vous aurez une bête fly qui peut grossir et devenir une menace pour l'adversaire. C'est un peu mignon, mais je le mentionne parce qu'on sait jamais, ça marche avec 2 types de stratégies, c'est cool. Bénédiction Jumelame, alors là si vous n'êtes pas joueur de Lightpo, vous pouvez passer à la carte d'après, ça c'est que pour vous. Pour 3, dont 2 mana blanc, on a une aura Flash, enchanté créature, la créature enchantée à double initiative. Je le mentionne parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit qu'il y a des cartes de Lightpo typiquement que j'avais pas mentionné et les gens m'avaient dit ah c'est dommage et tout, j'aurais bien aimé savoir même si je joue pas Lightpo. Donc là voilà, je le précise. Je pense que c'est une carte qui peut rentrer dans le deck, c'est un peu cher 3, mais ça le flash, ce qui permet sur des phases d'attaque ou des phases de bloc, imaginons, de faire bénédiction de jeu de l'âme. Sur Lightpo, ça va vous tutor un enchantement qui coûte 2, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en allant chercher un enchantement qui coûte 2, vous allez chercher quasiment tout votre deck.
notamment la nouveau protégé par les fantômes qui permet de faire anti-bet, donc c'est vachement bien, ça vous donne accès à ça en flash. Pourquoi pas? C'est un peu cher pour le deck, hein, le deck joue avec 1 ou 2 mana, mais c'est quand même un enchantement flash, il n'y en a pas beaucoup, et en plus il est pas mal, un double initiative, quand vous avez une bête qui est facilement 10-10, bah, c'est une 20-20 et ça tue l'oppo, donc c'est cool. On passe au bleu, c'est pas forcément trié par couleur, même si là je crois qu'on enchaîne un petit peu blanc-bleu, etc. Couveuse de dracon pour 2, 1-3, vigilance prouesse humain et sorcier, des super types. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs incubation sur elle, retirez 3 marqueurs incubation de cette créature, créez un jeton de créature de 2 bleus dracon avec le vol. C'est passé un peu inaperçu cette carte, mais je trouve que ça a du potentiel. Ça fait toujours peur, Vigilance Prouesse, parce que ça, avec son body, ça bloque bien, c'est très dur à trade. Dès que vous lancez un spell, c'est une 2-4. 2-4, faut aller la chercher en début de partie, c'est pas évident. Et si vous lancez 2 spells, quand vous touchez, bah, vous allez du coup mettre 3 points, puisqu'elle sera 3-5, et vous mettez 3 marqueurs, et vous pouvez tout de suite faire votre dracon. Et c'est pas dur de lancer 2 spells par tour. Donc cette carte-là, ne vous endormez pas dessus, je pense qu'elle peut faire des trucs très très sympas dans les bons decks. Pas forcément IZ d'ailleurs, hein, des bons decks d'Ymir un peu tempo, ça peut être très cool. On passe, en parlant de tempo, à Astuce de Bourgefait. Pour 3, on a un éphémère qui crée 2 jetons de créature 1-1 bleu peuple fait avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature qu'un adversaire contrôle. C'est pas extrêmement puissant comme spell, mais le Duel Commander a tendance à être de plus en plus orienté depuis 1 an et demi, vers la tempo, pas forcément les decks tempo, mais juste le fait de garder la tempo d'une game, de la gérer, et que les débuts de partie peuvent dégénérer très vite dans Duel Commander. Il y a des parties grind, etc., hein, ça existe bien évidemment, mais il y a des débuts de partie des fois qui sont juste bête tour 1, bête tour 2, anti-bête tour 3, bête trop forte tour 4, voilà. Et là j'ai géré la tempo parce que je t'ai mis la pression, j'ai géré ta bête importante, et j'ai mis mes trucs, et t'as pas pu répondre, et du coup la sortie trop explosive. Astuce de Bourgefait, j'en parle parce que c'est justement une bonne carte pour soit garder, soit reprendre la tempo, qui va vous permettre d'engager une bête adverse, donc soit pour continuer à agresser, soit pour freiner la dégression adverse. Vous pouvez le faire en fin de tour pour justement enlever un bloqueur où vous allez pouvoir mettre des patates et vous rajouter 2 bêtes fly. Vous pouvez le faire en déclaration de phase d'attaque de l'adversaire, vous lui engagez une bête avant qu'il déclare ses attaquants, vous mettez 2 bloqueurs fly. Donc généralement ça va vous faire passer un tour assez doux, assez sympa. On peut faire plein de choses avec cette carte, elle coûte un petit peu cher en mana, c'est sûr, pas en argent, hein, c'est une unco que vous retrouverez pour 20 centimes. Mais j'avais envie d'en parler parce que je trouvais l'effet intéressant et souvent on sous-estime ce genre de truc, on passe vite, alors que ça fait quand même des trucs assez vénères dans certains decks, notamment des decks Malcolm mono bleu. Je serais peut-être content de pouvoir tempo l'adversaire avec des trucs comme ça. On passe à Kiora, la marée montante. Quelle grâce, encore une fois, je suis obligé de souligner ce dessin de Magali Villeneuve, incroyable. Pour 3, on a une 3-2 légendaire humain, ondin et noble, qui fait piocher 2 cartes et défausser 2 cartes quand elle arrive en jeu. Et avec le seuil, quand on attaque avec Kiora, s'il y a au moins 7 cartes dans notre cimetière, donc le seuil, on peut créer Sion des profondeurs, un jeton de créature légendaire 8-8 bleu pieuvre. Incroyable, Sion des profondeurs. Kiora, c'est un body très correct qui fait de la value tout de suite. Alors pas en quality, enfin pas en card advantage, mais en card advantage, mais en quality advantage, je ne sais plus parler. Donc vous n'allez pas avoir plus de cartes que votre adversaire, mais vous allez sculpter votre main et vous mettez des cartes au cimetière, ce qui peut avoir un intérêt pour certaines stratégies, et notamment c'est un intérêt pour Kiora. Quand vous avez joué un peu de spell en début de partie, un peu de fetch, vous arrivez très vite au seuil sur le tour 4 où elle va attaquer, et du coup vous pouvez créer une 8-8 dès le tour 4, ce qui est très très puissant. Encore une fois, on revient au principe de tempo. Quand vous mettez un immense port au tour 8, vous gardez bien le board, bien l'agression, et vous dites à votre adversaire, c'est moi qui décide. C'est pas une carte qui est extrêmement bien, non plus qu'il y aura. Ça fait plein de trucs cool. Souvent, dans les games, ça va être une 3-2 qui vous a fait piocher 2, discard 2, et qui a pris un trade, un bloc ou une phase d'attaque ou quoi, mais il y a des fois ça fait des 8-8, et les 8-8 ça fait gagner les parties très vite. En plus que ça peut en recréer si besoin, si jamais Kiora est passé, vous l'avez un peu protégé ou quoi, donc voilà, je le dis, je le mentionne, Kiora, attention, pas forcément en commandant, mais dans un deck, ça peut être très très bon. Sphinx de la Sapience oublié, j'ai pris que les skins. Je me suis fait plaisir, j'ai mis que les skins. On a une 3-3 pour 4 flash vol qui fait effet Snapcaster à chaque fois qu'il attaque. Quand vous attaquez avec cette bête, une carte d'éphémère de rituel sublé depuis votre cimetière et qui a le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal au coût de mana de cette carte. Je trouve que c'est bien parce que, encore une fois, les bêtes flash, ça permet
de mettre la pression, soit de rester contre up ou anti-bet up, peu importe, pour voir ce que fait votre adversaire. Et si c'est pas assez vénère ce qu'il fait, ça veut dire que vous pouvez proposer des menaces comme ce sphinx de la sapience oubliée, et c'est vous qui, du coup, décidez de qui est l'agresseur. Je m'explique, votre adversaire joue un tour 4 un peu mou. Vous n'avez pas besoin de contrer sa bête, vous n'avez pas besoin de tuer sa bête parce que elle ne fait pas grand chose. Vous jouez votre sphinx de la sapience oubliée pendant son tour, et du coup vous avez quand même joué une bête au tour 4, mais en vous laissant l'opportunité de jouer autre chose. Et dès le tour 5, elle connecte, enfin elle attaque, elle donne le flashback à un anti-bet ou à autre chose que vous avez joué précédemment. Vous pouvez le rejouer, vous faites de la value tout de suite avec. Si par contre vous avez dû jouer votre drop 4 en rituel, c'est là où en fait vous espérez que votre drop 4 il est meilleur que ce que va faire votre adversaire. Parce que comme vous lui avez laissé l'opportunité d'interagir, etc., parce que vous avez joué en rituel, c'est là où vous vous dites « Ah, ben j'ai fait un truc, j'espère qu'il est assez puissant, parce que si tu me fais un truc plus puissant, bah moi, je peux pas trop me battre. » Voilà, c'est un peu la théorie basique de la tempo et de pouvoir jouer en flash. Les cartes sont un peu moins fortes en flash, mais ça nous permet de rester up et de faire des trucs cool. Et ce petit sphinx, du coup, il nous permet de faire de la value dès le tour d'après grâce au flash. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. Moissonneur des abysses. Attention à pas mettre dans tous les decks évidemment, mais déjà son skin est cool et il a un effet assez unique. Pour 3, dont 2 mana noirs, on a une créature démon psychagogue qui est 3-2. On peut l'engager pour exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière qui a été mise ce tour-ci. Créer un jeton qui en est une copie, excepté que c'est un cauchemar en plus de ces autres types, puis exiler tous les autres jetons cauchemars que vous contrôlez. Donc vous n'allez pas vous faire une armée de bêtes réanimées avec le moissonneur, mais vous allez avoir, dès qu'il y a un truc intéressant au cimetière, vous le réanimez sous votre contrôle en gros. En plus vous l'exilez, donc vous faites de la hate de cimetière pour votre adversaire. Si vous jouez vos réanimateurs, vous pouvez le jouer, ça marche aussi, sauf que comme vous l'exilez, vous n'allez pas pouvoir le réanimer avec d'autres cartes après. Donc attention, c'est un moyen de réanimer sur une créature, mais ça peut pas, genre si les bêtes sont déjà au cimetière, ça marche pas, il faut les mettre au cimetière dans le tour, c'est un peu complexe et ça marche mieux avec votre adversaire. Et si votre adversaire curve et que vous arrivez à gérer ces trucs, vous pouvez gérer, réanimer avec le moissonneur parce que vous pouvez faire en éphémère, et avoir un token du coup plus intéressant que le token que vous aviez précédemment. On peut faire plein de trucs avec ça. Je sais pas quelle serait sa meilleure maison à ce moissonneur des habits, je sais pas s'il trouvera une maison, mais voilà, il est là. Onde foudre, je la mentionne même si tout le monde s'en doutait, pour un mana vous collez 3 à l'adversaire, pour les decks mono rouge agressifs, ou pas forcément mono rouge, mais c'est souvent mono rouge qui utilise ce genre de spell. C'est du pain béni d'avoir une carte qui fait ça supplémentaire. En parlant de mono rouge, Kellan, le pionnier planaire, pour un mana rouge, on a une 2-1, humain peuple fée éclaireur, légendaire. Et oui, et ça fait plaisir. Pour 2, si c'est un éclaireur, il devient un humain peuple fée détective, avec à chaque fois qu'il inflige des blessures de commun joueur, exile la carte du sud de la bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et si c'est un détective, donc vous pouvez payer 3, il devient humain et peuple fée gredin, il devient 3-2 et acquiert la double initiative. Et ça régale. C'est tout simplement un super général. Je pense que ça devient le meilleur général à jouer en mono raid. Avant, avec Norin et Feldon, c'était pas les mêmes decks, donc on pouvait vouloir plutôt l'un que l'autre. Là maintenant, Kellan, c'est vraiment un super tour 1 qui est un mana sink, donc vous pouvez mettre votre mana dedans si vous piochez un peu trop de terrain ou si vous voulez pas vous commit avec les cartes de votre main. Et il va vous faire du coup de la value, en plus de proposer des phases d'attaque vénères, parce que vous pouvez le transformer en éphémère. Donc vous faites phase d'attaque, il n'est pas bloqué, hop là, il devient 3-2 double strike, c'est super fort. Si mono rouge devient très fort, ce serait pas étonnant, honnêtement, que Kellan soit banni, parce que c'est un tour 1, c'est un général au tour 1 qui est quand même très cool, quoi. Peut-être un peu trop cool. Honnêtement, je pense que Mono Rouge a bien perdu du terrain. Aragorn étant un général lifelink très présent, il a un peu du mal, Mono Rouge, de se défaire de ça. Donc, c'est pas dit qu'il se prenne un ban, mais je préfère attirer votre attention là-dessus. Si jamais, au pire, vous allez recycler Mono Rouge avec un autre général, mais Kellan, c'est possible qu'il ne reste pas toute sa vie dans le format Duel Commander. Selon moi, il devrait rester, ce serait juste un bon commandant, et maintenant on joue ça en général, et c'est cool, c'est une bonne carte, je trouve que c'est stimulant de jouer des bonnes cartes comme ça, en tant que général de Mono Red, mais je comprendrais que ce serait peut-être un peu trop oppressant d'avoir un général qui fasse le café, la vaisselle, et avec le sourire en plus. Donc voilà. En restant toujours dans le mono rouge, enfin pas forcément mono rouge, remarque, ce gobelin on peut le jouer ailleurs. Calcino trancheur. Pour 2, on a une 2-1. Gobelin guerrier. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, créez un jeton de créature 1-1 rouge gobelin.
Ça marche pas forcément dans mono rouge, d'ailleurs, j'ai dit mono rouge, mais c'est vrai qu'on peut le jouer dans d'autres stratégies, typiquement des stratégies avec l'écuyer, qui vont créer beaucoup de boards et faire de la magie avec ça. J'ai trouvé ça très fort en fin de tour de créer un gobelin simplement par le fait d'avoir attaqué. Quand vous jouez rouge, généralement, vous allez attaquer tous les tours, donc c'est assez naturel de faire plein de gobelins. Il peut trigger lui-même. Les gobelins que vous allez faire vont trigger eux-mêmes, donc vous attaquez avec le token gobelin, il est bloqué, peu importe. Hop, vous avez attaqué, vous allez en recréer un, donc c'est tous les tours une attaque gratuite, incessante, qui va peupler votre board, ou bien juste provoquer des trades chez votre adversaire ou des réactions. C'est assez fort, c'est assez chiant quand vous jouez par exemple contrôle contre ça, d'avoir un générateur de créatures en plus sur la end step. Donc ça veut dire que le token va pouvoir potentiellement bloquer aussi ou proposer d'autres choses ou convoquer des spells, on ne sait pas. Je souligne parce que c'est vrai que c'est assez rare ce genre d'effet, c'est assez cool. Rapine, explorateur exubérant, ça peut être un général par contre, pas dégueu. Pour 3, on a une 1/4 qui permet de jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de nos tours. Et pour 6, on l'engage, on regarde les 6 cartes au-dessus de notre bibliothèque, on peut révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains que l'on contrôle parmi elles et la mettre sur champ bataille, mettez le reste au-dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bah, très bien, Rapinus, c'est une bonne carte pour les decks qui veulent ramper. Ça permet de jouer 2 landes par tour, donc les stratégies land typiquement sont très contents d'avoir Rapine, je pense. Vous avez une 1/4 qui bloque très bien. C'est potentiellement un bon général aussi. Ça rampe moins que Azusa qui vous permet de jouer 2 landes supplémentaires par tour, là où vous pouvez en jouer qu'un. Par contre, à contrario d'Azusa, ça fait autre chose. Ça a un body qui est meilleur, je trouve, en tout cas pour bloquer. Et ça a une capacité qui est un payoff. Azusa vous amène beaucoup de mana, mais ne fait que ça. Rapine vous amène un peu moins de mana, mais vous permet très rapidement, donc en 2 tours, enfin 2 tours plus tard, d'utiliser sa capacité pour aller chercher justement des grosses créatures. Enfin des moyennes d'abord, puis des grosses créatures. C'est assez cool, je trouve. Je sais pas si ça prend la place, parce que l'explosivité d'Azusa, c'est ça qui fait sa puissance. Là, c'est un peu moins explosif, mais un peu plus, ça tient un petit peu mieux le board. Et il n'y a pas les sorties d'Azusa où, comme on joue quasiment 50 landes, enfin ça dépend des versions, vous vous retrouvez avec Azusa en mode ah, ben j'ai pioché plein de landes, j'ai tout mis, j'en ai 10. Enfin, voilà. Et vous avez des landes, oui, utilitaires qui font des trucs, mais c'est pas du niveau de ce que va faire votre adversaire avec son mana. Donc malheureusement, vous êtes un peu en mode bon, bah maintenant, il faut que je pioche un Eldrazi ou un gros truc. Forêt, ok, let's go. Donc pour ça que Rapine est peut-être un nouveau contenders pour les nouveaux decks land. Enfin, les decks land, pardon. En parlant de deck land, pas forcément dans land, ça peut se jouer un peu partout. Hydre, nez de la mousse, pour 3, on a une 0-0 piétinement. Quand elle arrive, elle meurt, parce qu'elle est 0-0, c'est nul. Heureusement non, elle arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. 1-1 piétinement pour 3. Oula, et elle va falloir casser des arguments, parce que là, c'est de la merde. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive. Doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Ça fait plaisir, ça veut dire que sur un fetch, elle passe 4-4. Et c'est pas mal 4-4 piétinement pour 3. Ça veut dire que sur un deuxième fetch, elle passe 16-16. Parce que 4-4, 8-8, 16-16. Et je me suis dit, en faisant les maths, c'était très simple, on peut jouer un drop 3 qui 2 tours plus tard, juste en landant des fetch, qui est très simple en duel commander, devient 16-16 piétinement, donc létale sur énormément de boards si elle n'a pas pris d'interaction. Et si elle a pris d'interaction, elle a nécessité interaction. Je me suis dit, ok, on fait quelque chose, sachant que si entre-temps, tu as réussi à lui foutre un marqueur autrement, les maths avec un seul fetch sont très bien. Hein. Si vous mettez un marqueur et qu'elle passe de 2 avant de lander, ça devient 4-4, 8-8. Tout de suite, juste avec un fetch au tour 4. Et c'est très facile de mettre des marqueurs sur des bêtes, il y a plein de bonnes cartes qui le font. Donc c'est pour ça que je mentionne l'hydre nez de la mousse dans des stratégies un peu landfall, un peu marqueur. C'est quand même une bête qui va tuer votre adversaire extrêmement vite. Hein. Et s'il bouge pas une oreille, le coquelicot en face, il va se faire manger par l'hydre. Donc voilà, c'est pour ça que je la place dans ce top carte. Attention à l'hydre. Ensuite, on est sur le sanctuaire de Pierram. C'est un terrain qui fait du mana incolore et qui, pour 4 mana, devient un 3-3 vigilance avec tous les types. C'est toujours un terrain, donc il fait toujours de l'incolore. Et il devient créature tout le temps, pas jusqu'à la fin du tour. Ça, c'était parmi nos top cartes pour le standard, parce que c'est une super carte. Et c'est une super carte aussi pour le DC. Stratégie plutôt mono, bicolore, qui joueront un sanctuaire de Pierram éventuellement. À partir de tricolore, je vois pas le monde où vous jouez ça, sauf si vous jouez tribal, dans ce cas-là, comme c'est un espèce de mute caveau, ça peut être intéressant. Je vois ça plutôt dans les decks monocolores qui ont envie d'avoir un land de plus qui peut besogner l'adversaire. Voilà, je le mentionne parce que c'est sympa. Je suis pas sûr que ça perce en DC, mais dans les decks land, typiquement,
c'est toujours un land de plus qui va faire autre chose que faire du mana. Donc pourquoi pas. Ensuite, on enchaîne, non pas comme Cool Chain, enfin si un petit peu comme Cool Chain, sur les cartes Jumpstart. Parce que oui, c'est sorti avec Jumpstart 2025, Fondation, enfin en même temps. Et du coup, il y a des cartes Jumpstart qui sont légales, intéressantes dans le format, en tout cas potentiellement intéressantes. Beaucoup de drop 2 d'ailleurs, vous le verrez. Pour 2, Brigone, Soldat de Mélétis. On a une 2-2 pour 2 vigilance humain soldat légendaire. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible Brigone, Soldat de Mélétis, mettez un marqueur +1/+1 sur Brigone. C'est assez facile de lancer des spells qui la ciblent. Et surtout, quand vous lancez des spells qui la ciblent, généralement, elle devient un peu plus costaud, outre son marqueur. Et vous pouvez l'engager pour retirer un marqueur de Brigone et piocher une carte. Donc ça rentabilise les spells que vous lancez dessus. Vous avez 2 de vigilance, vous faites phase d'attaque. Je lance un spell, elle prend son marqueur, elle prend le buff, par exemple, je sais pas, plus de vol. Bam, vous mettez 5 points. Bon, déjà, au tour 3, c'est quand même vénère. Il vous reste un petit mana au cas où. Et ensuite, vous pouvez retirer quand vous voulez le marqueur de Brigone pour piocher une petite carte. Ou pas, si vous voulez besogner l'adversaire. Je trouve cette carte vraiment intéressante. Encore une fois, avec une stratégie marqueur, on n'a pas besoin de la cibler, juste besoin de mettre des marqueurs dessus, ça marche. Une stratégie un peu héroïque, un peu Voltron, ça marche. Ça peut faire plein de trucs cette Brigone, et puis c'est 2 de vigilance qui peut faire de la value facilement, c'est bien. En parlant de cartes qui mettent des marqueurs, le Léopardo à Ergo Faucheur, on dirait le nom d'une machine, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre d'un appareil ménager. Pour 2, on a une 2-2 chat piétinement. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature à la place. Donc de base, avec un fetch, on va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une seule et même bête. Parce qu'on ne pourra pas du coup mettre 2 fois un marqueur. Puisque comme on double le nombre de marqueurs sur une bête, la deuxième fois, si elle n'a pas de marqueur, il ne se passe rien. Le but, c'est de la cibler elle, parce qu'elle a le piétinement de base. Donc vous faites ça tour 2, tour 3, hop, la fetch, mime 4-4 piétinement, j'attaque. Et avec vos 3 manas, vous faites autre chose. Donc c'est quelque chose qui va mettre la pression, qui va mettre à votre adversaire assez vite. Vous pouvez aussi trixer avec d'autres cartes comme Pick Bill. Quand vous landez, ça met un marqueur. Donc avec ça, si vous avez les deux, vous mettez 2 marqueurs, puis vous doublez les marqueurs. Ça fait vite des chocs à pic. On a une stratégie un peu landfall marqueur qui peut bien marcher, et notamment quand vous regardez le copain, je sais plus où il est, ici. Mais les maths sont bonnes, hein. Les maths sont très bonnes pour déconner l'adversaire. À voir s'il faut avoir les deux, il faut avoir des fetch, il faut que ça soit dans un deck qui accueille ces cartes-là. Je sais pas lequel, peut-être Rapine. Voilà, Rapine, landfall aggro, peut-être. Vous prenez Rapine Landfall aggro. La première fois, vous dites ah ouais, ok, marrant comme deck. Et quand vous aura foutu 20 dégâts au tour 4, vous faites ah, c'est pas si marrant comme deck. En fait, c'est assez vénère. Et peut-être qu'aussi, on joue jamais les cartes que je vous cite. On ne saura qu'avec le temps. Dionus, ça rime avec Nisos, non pas du tout. Archidruide elfe, pour 4, on a une 3-3 elfe et druide. Les elfes que vous contrôlez ont, à chaque fois que cette créature devient engagée pendant votre tour, dégagez-la. Mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Alors ça, c'est dans Elf Ball. Si vous jouez pas d'elfe, ça, vous prenez Dionus, hop là, à la poubellus, on s'en fout. Pourquoi je la mentionne? C'est parce que Elf Ball, c'est toujours pas très loin de faire des trucs, mais ça fait jamais de grosses dingueries. Et Dionus, ça dit quand même, votre board, donc vous l'engagez pour faire du mana et faire des trucs avec. Là, vous l'engagez, trigger Dionus, chaque bête va se dégager quand vous allez l'engager pour faire du mana, et vous pouvez la réengager pour refaire du mana ou attaquer. Donc vous pouvez faire, bam, avec mon drop 1, 2 et 3, je fais plein de mana, genre facilement 6-7 mana, je les dégage, je casse un spell, et ensuite j'attaque avec, ou je réengage pour refaire encore plus de mana, et partir en couille, partir en combo, gagner la partie. Ça ne fait rien tant que vous n'avez pas d'elfe à mana, mais dès que vous avez ne serait-ce qu'un elfe à mana, je trouve que c'est ok. Parce que vous aurez mis un marqueur sur votre elfe, vous aurez doublé son mana, surtout si c'est pas un elfe qui fait un seul mana. Ça marche hyper bien avec le drop 2 qui fait 1 mana, et s'il a un marqueur, fait 3 mana, donc vous faites 1 mana, mettez un marqueur dessus, vous le dégagez, et du coup vous pouvez faire 4 mana avec dans le tour, je sais avec Dionus. C'est hyper cool. Je sais pas si en général, ça pourrait être un général d'Elf Ball mono vert sympa. Je suis pas sûr, mais bon, c'est quand même très puissant. À mon avis, c'est plutôt une carte qu'on met dans les decks elf qui fait des choses. Je le mentionne parce que je pense que méga sûr de joueurs elf ne l'ont pas vu cette carte, et ça peut faire des chocs à pic. Ivora, héritière insatiable, pour 2, on a un vampire guerrier. C'est rare les vampires et guerriers en rouge surtout, qui est un piétinement, pas ouf, mais vous allez voir, il y a 2 effets sympas. Quand Ivora, elle arrive, ou qu'elle attaque, ou qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on crée un jeton sang, sympa, ça fait des objets sur le board, et en plus le jeton sang c'est cool. Et à chaque fois qu'on défausse d'une carte, on met un marqueur sur Ivora. Chaque fois qu'on défausse.
Donc vous pouvez le faire plusieurs fois par tour. C'est pour ça que cette Ivora, elle peut être très vite, très costaud. Si vous défaussez des cartes pour la folie, il y a beaucoup de decks qui utilisent des cartes comme ça en DC, des decks Rakdos notamment, pendant que ma lumière se barre en plein enregistrement. Et c'est pas grave, on passe en mode nocturne. Let's go. Vous pouvez utiliser du coup beaucoup de cartes pour vous défausser vous-même, utiliser la folie ou simplement des coups supplémentaires de cartes, des cartes qui vous disent défausser une carte, piocher deux cartes, qui vont faire de la belle magie. Je suis pas sûr qu'on l'utilise encore une fois en général, mais on peut l'utiliser dans un deck. Dans plein de stratégies Rakdos, ça marche bien. Si vous avez besoin de créatures qui créent du board, notamment du board artefact, c'est cool aussi. Je mentionne cette petite Ivora pour toutes ces raisons, c'est sympa. Gornog, le faucheur écarlate, il a peut-être le prix du dessin le plus badass de l'édition Jumpstart. C'est une 2-3 célérité pour 3 minotaures guerriers. Les Quars ne peuvent pas bloquer les guerriers. C'est même pas une capacité, c'est une phrase de la vie. Si vous êtes Quar, vous ne pouvez pas bloquer un guerrier, c'est normal. À chaque fois qu'au moins un guerrier que vous contrôlez attaque un joueur, une créature ciblée que ce joueur contrôle devient Quar. Donc pour toute sa vie de carte, elle sera un Quar. En tout cas pour toute la partie. Les guerriers attaquants que vous contrôlez gagnent plus X plus 0, X étant le nombre de Quars que vos adversaires contrôlent. Généralement, ils n'auront pas de Quars à part les Quars que vous ciblez avec cette capacité. Pourquoi je vous parle de Gornog? Parce que c'est une bonne carte de raid aggro. Enfin, de deck pas forcément mono-raid, mais de raid aggro. Quand il va attaquer, comme il va faire qu'une bête devient Quar, il va être 3-3 avec son trigger d'attaque. Et il y a une bête qui va pas pouvoir bloquer en face. Sauf que ça snowball. Puisque quand vous allez attaquer au tour suivant, donc généralement au tour 3, il ne va pas être bloqué, parce que vous allez empêcher de bloquer la plus grosse bête. Quand vous allez réattaquer, vous allez nommer un autre Quar, donc ça veut dire qu'il sera 4-3, et il y a 2 bêtes qui ne pourront pas le bloquer, et qui ne pourront pas bloquer vos guerriers. C'est plus intéressant de le faire en tant que général, parce que du coup, vous allez pouvoir jouer un tribal un peu guerrier, vos guerriers seront plus ou moins imbloquables, sauf qu'il n'y a pas assez de bons guerriers pour en faire deck, donc je le mentionne juste parce que seul, ça met quand même la pression avec une bête qui est difficile à bloquer, voire imbloquable, mais ça se multiplie pas si bien que ça. Enfin, lui, il grossit, mais il protège pas non plus trop bien votre board, parce que du coup, les Quars, ils pourront bloquer les bêtes qui sont pas guerriers. Par ricochet, il y a des bonnes cartes guerriers qui sont jouées, donc c'est pas impossible que ce soit joué ce Gornog. Après, voilà, ça a ses limites, mais c'est quand même stylé. C'est quand même stylé. Général Crit, la porteuse d'éclairs. Pour 3, on a une 2-2 gobelin soldat. Ça, c'est pour mes joueurs de gobelins sûrs. À chaque fois qu'au moins un gobelin que vous contrôlez attaque, crée un gobelin 1-1 à engager attaquant. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, le Général Crit, la porteuse d'éclairs, inflige une blessure à chaque adversaire. Ça fait 2 effets super cool, parce qu'elle va se nourrir elle-même. Au moins une fois quand elle va attaquer, vous allez créer des gobelins, mais le but c'est que vous ayez des gobelins avant pour justement attaquer tout de suite. C'est un général assez décent si vous voulez jouer mono-red gobelin en duel commander. Je ne suis pas sûr que ce soit excellent, mais c'est un général qui est très cool parce que ça va mettre des dégâts à distance avec sa deuxième capacité. Et vous allez jouer plein de gobelins facilement, donc mettre plein de dégâts. Et vous allez aussi jouer des gobelins au tour 1 et 2 qui vont du coup trigger général crit, qui vont faire des gobelins dès que vous la jouez et du coup faire des dégâts. C'est le tour, généralement, vous jouez quelque chose qui fait cet effet-là, dans les decks gobelins, un tour 3, soit un lord, soit qui va créer d'autres gobelins. Donc Général Crit fait un petit peu les deux, c'est pas vraiment un lord, mais ça marche aussi. Il y a d'ailleurs un lord de gobelin qui est très bien, qu'on a mentionné avec Val. Je crois qu'on on s'est trompé dans les spoilers, c'est pas une carte de standard, c'est une carte de Jumpstart, mais bon, c'est pas grave. Elle marche aussi bien, mais pour le coup, ça marche vraiment particulièrement bien avec les gobelins, le lord, alors que ça met des dégâts, peu importe la créature qui arrive en jeu, donc ça peut aussi être intéressant en créature seule. Et enfin, dernière carte, Rêve, extractrice de dîmes pour 4, on a un dessin qui est très cool. On a une 3-3 et main gredin, à chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, donc ça marche dès que vous la jouez. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton trésor, puis regardez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur et exilez la face cachée. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Ça, dans un deck comme Ezio, je pense que ça marche très bien, même si les places sont chères. Ça, vous avez un général qui trigger très bien avec, menace quand vous lui donnez Death Touch, ça donne pas envie à l'adversaire de le bloquer, donc ça veut dire qu'il va soit double bloquer, perdre 2 bêtes, soit laisser passer, et du coup vous allez trigger, exiler la bête, faire un trésor. C'est assez simple dans un deck agressif qui jouerait du noir de passer avec une bête Death Touch, l'adversaire il n'a pas du tout envie de bloquer, et de ce fait, vous allez trigger facilement la deuxième capacité, mais si il tue, il fait un anti-bête, la bête Death Touch, vous avez peut-être une autre bête qui va passer, et du coup, toucher l'adversaire, et du coup, vous faire un trésor, et vous faire piocher techniquement une carte de l'adversaire que vous pourrez jouer et vous régaler.
Je vois dans beaucoup de stratégies, cette rêve, mais je suis pas sûr que ce soit joué. Parce que c'est quand même un drop 4, il y a légion de bons drop 4 à jouer dans le format Duel Commander. Voilà, je vous parle de cette rêve, vous essayez de la faire marcher, si vous y arrivez ça me régale, si vous y arrivez pas tant pis. Je pense pas que ce soit un très bon général par contre, parce que vous n'avez pas du tout envie de la payer à 6, sauf si vous avez trigger une fois, et du coup vous pouvez la payer à 6 facilement, puisque bah, vous aurez fait un trésor, et vous pouvez la recaster le tour d'après, et du coup ça marche quand même pas si mal. À voir, à voir, à voir. C'est tout pour cette review Duel Commander. Si j'ai loupé des cartes, dites-moi en commentaire, c'est possible, même si j'ai regardé toutes les cartes de l'extension, mais je peux me tromper, ça peut échapper à mon œil et à mon jugement. Donc dites-le en commentaire, ça fera profiter aux autres. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la Valmagie.